Linda Kasabian se transforme en témoin à charge, ce qui conduit à l'arrestation de 3 autres membres de la famille. Ce sont Leslie Van Houten, dite Lulu, 20 ans, Steve Grogan, 17 ans, et son chef, Charles Manson. Né il y a 35 ans de père inconnu, il est le fils d'une prostituée. Sa mère étant souvent en prison, Charles grandit dans des orphelinats et séjourne régulièrement dans des maisons de redressement et des prisons pour cambriolage, vol de voitures, contrefaçon et proxénétisme. Le jour de sa libération du pénitencier de Californie, il a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il implore qu'on lui permette d'y rester. « C'est mon seul foyer », dit-il aux autorités. « Je ne sais pas si je pourrais m'en tirer dehors. » Au début de 1967, il se rend à San Francisco et s'aperçoit vite qu'il s'en tire très bien. La ville est devenue la capitale d'une nouvelle culture. Planer et vivre en marge sont les nouveaux mots d'ordre. La marijuana et les drogues hallucinogènes sont partout. Manson découvre qu'il peut s'assurer le gîte et le couvert en séduisant des jeunes filles des milieux aisés qui portent des fleurs dans leurs cheveux. Il les tient en les droguant au LSD et par des orgies sexuelles. Tout le monde doit atteindre la vérité. Tout le pays. Le monde entier va devoir atteindre la vérité. Et ce n'est pas l'argent. La vérité n'est pas votre argent. Une douzaine d'entre elles sont heureuses de partir avec lui pour Los Angeles. Les meurtres commencent alors qu'ils vivent au vieux ranch Span, à Simi Valley, l'ancienne demeure d'une star du western. Contre diverses faveurs des membres de la famille, dont Lynette Fromm, dite Squeaky, George Span, le propriétaire âgé de 81 ans, autorise le groupe à y vivre en toute liberté. Ils ont une vie idyllique et partagent tout. Mais il y a également un côté sinistre. Psychotique, Manson invente des jeux où ils sont à tour de rôle des victimes torturées et terrorisées. Il domine totalement ses disciples. Quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a parlé. Il m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas avec nous ?» Les seules règles sont qu'il n'y a pas de règles. Il faut juste contempler et être beau et tout est beau pour toi. Des choses comme ça. Et je l'aime. Son soi-disant pouvoir, il vient seulement de son bonheur. C'est ce qui attire les gens. Il est totalement heureux, chaleureux. Il danse, il chante, il est beau, il est heureux. Et ça attire beaucoup de gens, tout comme les gens sont attirés par les bébés. La police fait une descente dans le ranch à la recherche de voitures volées. Ils y découvrent de nombreuses armes. Des membres de la famille, dont Charles Manson, sont arrêtés, mais seront relâchés car la date du mandat d'arrêt est incorrecte. Parmi les prévenus relâchés figure Donald Shee. Il ne s'entendait pas avec Manson et disparaît un jour mystérieusement. Des membres de la famille diront que Manson l'a abattu, a découpé son corps et enterré les restes à travers le ranch. Ils sont arrêtés à nouveau lorsque Susan Atkins se vante des meurtres. Grâce à ses aveux, la police relie enfin les meurtres de Sharon Tate, Inman et la Bianca. En prévision du procès, l'accusation demande au juge d'entendre les affaires ensemble. Nous souhaitons juger en même temps les 6 accusés dans les 3 affaires. Cela dépendra, bien entendu, de la décision du juge. Au cas où l'un des accusés tente de dissocier les affaires ou les accusés. Nous sommes prêts et comptons toutefois les faire passer en jugement dès que possible et juger les 6 accusés pour toutes les affaires en même temps. Le procès de Charles Manson et de ses disciples dure plus de 9 mois et demi et bat tous les records. C'est le procès le plus long et le plus coûteux qui ait jamais eu lieu aux États-Unis. Les membres de la famille Manson soutiennent unanimement leur gourou. Chaque jour, Susan Atkins, 21 ans, Leslie Van Houten, 20 ans, et Patricia Krenwinkel, 21 ans, entrent d'un pas léger au tribunal avec lui. La défense s'interroge.
Bien sûr, nous avons des doutes. Charles Manson est un homme étonnant à bien des égards. Et je ne suis pas convaincu qu'un avocat désigné par le tribunal sera assez persuasif pour lui faire accepter les choix du juge Keene dans cette affaire. Je ne veux pas cette affaire à tout prix. J'aimerais m'en charger et je pense qu'elle est intéressante. Comme je l'ai dit, 2 équipes différentes d'avocats ont discuté avec Manson et Manson a demandé si j'accepterais de le défendre. Je suis venu le voir pour cette raison, seulement pour cette raison. Parfois, les 3 jeunes filles chantent comme des écolières sur le chemin du tribunal afin de montrer leur solidarité avec Manson. Susan Atkins tente à présent de se rétracter. Entre-temps, les avocats poursuivent leur manœuvre dilatoire. Nous voulons nous conformer à la loi. Or, des règles de procédure existent, que les avocats sont tenus de suivre. Et notamment celle définissant quelle est la preuve nécessaire ou suffisante et qui doit apporter cette preuve. Si un avocat pose une question dont la réponse ne doit pas être fournie au tribunal et au jury, la partie adverse doit alors s'opposer à ce que la réponse soit fournie. L'avocat de l'accusation, Vincent Bugliosi, est confiant. La défense peut prétendre ce qu'elle veut. Je suis sûr qu'elle va avancer toutes sortes de preuves et de réclamations pendant le procès, mais il n'est pas sûr qu'ils seront entendus ou crus. Lorsqu'on lui demande de commenter les rumeurs selon lesquelles le témoignage d'Atkins pourrait être mis en doute parce qu'elle a pu prendre du LSD, il doute des chances de succès de cette tactique de défense. Il est fréquent et habituel que la défense attaque la crédibilité de chaque témoin, et en particulier d'un témoin principal par tout moyen à sa portée. Je ne m'attends pas à des problèmes en ce qui concerne le LSD. Que quelqu'un prenne du LSD ne veut pas nécessairement dire que par la suite, il sera dans l'impossibilité de dire la vérité sur quoi que ce soit. C'est tout à fait ridicule. Mais malgré les tentatives d'obstruction et la détermination de la famille pour tourner le procès en dérision, une histoire de meurtre commis avec une sauvagerie barbare apparaît dans toute son horreur. Manson change fréquemment d'humeur et d'apparence, et ses acolytes, toujours envoûtés par lui, copient fidèlement chaque changement. Il s'efforce de transformer le procès en farce, se rase la tête et se taillade des croix gammées sur le front. Rien ne peut masquer l'étendue de leur dépravation. On découvre que Manson croyait pouvoir fomenter la haine raciale en assassinant au hasard des gens aisés et en rejetant la responsabilité sur les activistes noirs. Il envoie ses disciples en mission avec pour consigne de tuer en utilisant les méthodes les plus sordides possibles. Alors que Manson a désigné la villa de Sharon Tate pour se venger de son ancien propriétaire, celle d'Ella Bianca est choisie au hasard. Les disciples de Charles Manson s'arrêtent donc devant une riche résidence dans laquelle il paraît facile de s'introduire. Le juge et les avocats font l'objet de menaces constantes, tout comme Linda Casabian, qui s'est assurée l'immunité en comparaissant comme principal témoin à charge. Elle témoigne durant 18 jours et révèle tout. Pourtant, l'emprise de Manson est sur elle si forte qu'elle déclare l'aimer toujours. Se rappelant les meurtres, Susan Atkins témoigne. « Il faut avoir un véritable amour dans le cœur pour faire ça pour quelqu'un », dit-elle en parlant de Manson. Elle ajoute qu'en poignardant Sharon Tate, un frisson d'excitation l'a parcouru. Avec une naïveté horrifiante, elle ajoute « Plus on le fait, plus on aime ça ». L'hypnose est suggérée comme défense. Je vais démontrer qu'elle n'était pas dans son état normal, qu'en fait elle suivait cet homme, et comme je l'ai indiqué, elle faisait tout ce qu'il disait, même si c'était mal. Maintenant que vous avez vu les autres rapports sur Charles Manson, je pense que tout porte à croire que cet homme possède cette faculté d'asservissement des gens. Quelques années plus tard, devant une commission de libération conditionnelle, un des rares hommes de la communauté, Tex Watson, fait une déclaration accablante. Charles m'a dit de prendre le fusil et le couteau et d'aller où Terry Melcher avait habité. Il m'a dit de tuer tout le monde dans la maison, de la manière la plus horrible possible. Toutefois, il nie avoir pendu Sharon Tate après l'avoir tuée. Je ne peux pas avouer ça, parce que ce serait un mensonge.
Je ne me souviens pas qu'elle ait été pendue. J'y ai souvent repensé et je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je ne me rappelle tout simplement pas ce fait en particulier. Quant à dire que c'est moi qui commandais, j'étais le seul homme présent. Je ne me considérais pas comme un leader, mais plutôt comme un disciple de Charles Manson. Et j'exécutais ses ordres.